Bonjour tout le monde, ici Joël Musard à Paris, à MyCowork, et je suis très content de commencer la deuxième séance du Collab 2018. Alors bonjour à tous, je suis très content que vous soyez là et je vais partager mon écran pour qu'on voit tous les participants. Donc voici les participants, exactement, là comme ça. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Alors, on va commencer par les plus éloignés. Jean-Claude Agaspé. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Bonjour Joël, ça va très bien. Je suis présentement à Québec et il fait très beau. Fait que, ma sortie de Gaspé vers Québec, on dirait, est intéressante. Moi, je fais du conseil en gestion et développement des organisations et j'ai une préoccupation particulière au niveau de la gestion des connaissances et des processus d'innovation. Merci Jean-Claude. Alors, à Montréal, Loïc. Comment ça va Loïc? Bonjour Loïc. Vous te connecter là-dessus? Alors Loïc à Montréal. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Donc, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on entend la motocyclette aussi, oui, oui. Ok. Donc, bonjour à tout le monde. Écoutez, ça me fait plaisir d'être là pour cette deuxième séance. Moi, je travaille dans un Green Lab qui a pour objectif de développer l'innovation sociale et particulièrement autour de tout ce qui est la citoyenneté numérique. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce thème parce qu'il y a beaucoup de projets assez vastes. Donc, et comme il y a beaucoup de monde, je vais laisser tranquillement les personnes se présenter. D'accord, merci Jean-Claude, Loïc. Nardi à Logo, à Tomé. Nardi, vous êtes là? Il n'est plus là apparemment. Nardi? Non, il est parti de Zoom. Il va revenir. Bon, d'accord. Donc, Pascal à Lausanne. Pascal Côté, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, c'est Pascal Côté, je suis l'animateur des Tech for Good sur la Suisse romande et la France voisine. Donc je m'intéresse à tout ce qui est transition et puis de façon générale, je suis un des servants des transformations et ce que j'appelle les révolutions de la transition. Donc, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est développement durable, interconnexion des idées humaines. Et donc du coup, je m'intéresse à tout ce qui est intelligence collective en particulier, puisqu'on semble être sur cette planète d'une collective stupidité crasse. Et donc, j'essaie de trouver des solutions alternatives. Merci Pascal. Alors, excusez, il y a un changement de personne. Est-ce que Nardi est apparu? Tu vois Nardi? Dans la liste des participants, non? Non. Ok. Non. Alors, il y a Patricia à Paris. Patricia, bonjour. Bonjour Patricia, moi je suis Knowledge Manager et Community Manager. Ça fait 7 ans et c'est la première fois que je participe à votre groupe. Et merci de m'accepter. Merci Patricia. Et il y a une autre Community Manager ici dans le coin que je vais inviter à se présenter. Alors, je suis sous le nom de Innovation Pragmatisme, mais c'est Sarah Kelaili et je suis Community Manager pour InnoPrag et je participe à mon premier collab. Voilà. Merci Sarah. Il y a Roberto. Bonjour Roberto. Allô Roberto. Bonjour, Roberto Fiorentino, je suis chez Total à la direction formation. Donc, c'est mon 3e collab et je suis très curieux enfin de voir l'outil sur un écran d'une taille adéquate. Ah, merci Roberto.
Et donc, je dois vous rappeler qu'il faut bouger les bulles parce que après 10 minutes d'inactivité, WebID Pro va vous couper. Donc, il va penser que vous êtes parti prendre de l'air. Donc, Pascal Bernardon, ici à côté. Oui, bonjour, Pascal Bernardon. Donc, moi, je participe depuis longtemps au Café Lab et au Collab du Savoir. J'accompagne les entreprises en fait, dans tout ce qui est organisation sociale et capitalisation des savoirs. Merci Pascal. Rotana en face de moi, qu'on a le plaisir de voir en personne. Oui, on s'est rencontrés qu'en ligne, effectivement. Donc, Rotanati, je travaille également aujourd'hui sur un projet sur la curiosité, dans le cadre de ce monde qui s'automatise de plus en plus et qui est augmenté par les machines, notamment. Donc, on co-crée avec une collègue américaine un livre et à terme un programme de formation en ligne pour développer cette compétence qui est recherchée notamment par les GAFA ou les startups. Et je suis intéressé notamment par la formation et le knowledge management. Merci Rotana. Il y a d'autres personnes qui sont là. Il y a Gaël. Oui, bonjour, Gaël Albert. Oups, le micro. Donc moi, je suis architecte et avec une spécialisation en psychologie sociale et environnementale. Donc je m'intéresse à tout ce qui est interaction entre l'environnement et l'homme. Et voilà, dans différents milieux, que ce soit l'habitat ou la ville. Et c'est mon premier collab. Merci Gaël. À côté de moi, il y a Bruce. Tu peux te présenter? Donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Bruce. Je suis... je travaille dans le domaine de la transmission de connaissances et dans la conduite de changement depuis, on dirait, 3 siècles sur plusieurs continents. Et accessoirement, je m'intéresse, mais sur le plan personnel, parce que personne jusque-là ne m'en paie. Je m'intéresse au sujet du développement durable, de la protection de l'environnement, dans l'optique de laisser derrière nous un monde meilleur de celui qu'on a trouvé. Merci Bruce, c'est très intéressant. Nathalie Carpentier maintenant, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie. Moi qui suis basée au Mans, je n'ai pas réussi à relier le Mans avec mon nom et avec la France. Je suis DRH, je suis aussi coach et facilitateur en intelligence collective. J'aime bien le Québec parce que ma fille rentre de Rimouski, donc où elle a passé un an. Je suis aussi de double nationalité. Et c'est la première fois que je rejoins le collab, donc je suis très curieuse d'apprendre, partager avec vous. Merci Patricia. Donc, est-ce que Nardi est revenu? Allô Nardi? Non, Nardi est parti. Ça fait partie de la cassure numérique. Donc, peut-être qu'il va revenir bientôt pour s'inscrire. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont invisibles, qui n'ont pas été, ne sont pas présentées? Non, il n'y a personne qui... Donc, moi, je vous invite à me rejoindre sur le premier thème où on va se voir, à la page 05A, thème 3, les changements éthiques. Donc, oh, il y a du stock dans le coin là. Alors, la question, c'est les changements numériques et les services cognitifs actuels, intelligence artificielle notamment, impliquent-ils une redéfinition des principes éthiques? Donc, ça, c'est la question qu'on va débattre là. Alors, avant de commencer, on va faire notre exercice de pleine conscience ou mindfulness. Alors, je vais vous inviter à lâcher la souris, fermer les yeux et puis faire une inspiration, puis une expiration. Et puis, on va faire ça 3 fois.
Et après, on va commencer à travailler en silence. Oui, en silence, on va se parler en silence. Et chacun va commencer à mettre des bulles dans l'espace là. Et après ça, je vais passer la main à nos chers animateurs. Donc, c'est parti. C'est Nardi. Bonjour Nardid, est-ce que tu peux te présenter? D'accord, bonjour Joël, bonjour à tous. Je suis Nardi Atousename, je suis Knowledge Manager dans une ONG qu'on appelle Entreprise Territoire Développement au Togo. Je suis intéressé par les sujets de gestion des connaissances, surtout le partage en équipe, le travail collaboratif, et pour ça je suis là. J'ai eu un petit problème de connexion tout à l'heure, ce maintenant j'ai encore la connexion et pour ça, je n'avais pas débuté avec vous. Merci. Merci Nardi et merci de te reconnecter. Alors, tu es le bienvenu, même si ta connexion va et vient. Merci Joël. Jean-Claude, je t'invite à prendre ton rôle. Oui, bonjour. C'est Jean-Claude. C'est parce qu'au début, j'avais comme regardé ça sous l'angle de l'application, des applications du numérique. Comment est-ce que ça influence nos domaines de vie en santé, en éducation, au niveau des transports, à peu près n'importe où, là. Et la question que j'avais, on va dire, comment est-ce que ces applications du numérique portent en elles des bénéfices ou des contre-bénéfices pour la société? Ça pose tout le problème éthique. Et en arrière de ça, il y a quelques personnes qui ont justement mis des éléments qui lèvent la discussion. Puis on va dire, je pense entre autres à l'automatisation vecteur de déresponsabilisation. Je pense que c'est Gaëlle qui a mis cette question-là. Est-ce qu'elle veut justement relever cette question-là? Comment est-ce que l'automatisation a des impacts négatifs, en tout cas un contre-bénéfice au niveau de la société? Est-ce qu'elle veut s'exprimer ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Gaëlle? Oui, on branchait le micro. Oui, en fait, moi, je me posais ça plutôt par rapport à la question du logement, en fait, parce qu'on intègre de plus en plus l'automatisation au sein des logements pour faciliter les comportements, en fait. On va rentrer dans une pièce, la lumière va s'allumer toute seule, le chauffage va se réguler automatiquement, et au final, est-ce que de donner toutes ces choses-là gratuitement, entre guillemets, à la personne, est-ce que ça ne va pas faire que la personne ne va plus savoir gérer par elle-même après et donc va complètement se déresponsabiliser en fait vis-à-vis de c'est pas moi qui laisse la lumière allumée, de toute façon elle est censée s'allumer et s'éteindre toute seule, donc c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui gère. Voilà, c'était plutôt par rapport à ça. Okay. Oui, Joël. Oui, allô? Oui, Loïc? Oui, pour compléter ça, on peut prendre aussi le cas de l'automatisation des voitures et puis la conduite autonome. On voit
bien actuellement que ça pose aussi certains problèmes où on essaie de répercuter l'erreur de la technologie actuellement sur l'humain. Donc, tout ce qui fait que, in fine, le concepteur aussi essaie complètement de se déresponsabiliser de la finalité de l'action ou du résultat de l'action qu'il peut y avoir. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Je pense entre autres à qui avait amené l'élément de la relation parent-professionnel, on va dire le fait justement d'avoir de l'automatisation en santé, ça pose certains problèmes en termes de développement social autonome. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président de la France, a exposé sa nouvelle politique en matière de santé. Il souhaite que les patients soient de plus en plus accompagnés, individualisés à travers tout un parcours et une humanisation et une automatisation aussi de tous les services de santé, en fait. Et ce qu'il ne dit pas, peut-être, c'est aussi que, bien sûr, ça peut rendre plus efficace l'automatisation des services pour être plus réactifs dans la réponse aux patients, pour mieux individualiser leurs besoins, que ce soit en matière de je sais pas, lunettes, dentition ou autre. Et derrière, il y a toujours, il me semble, un besoin de professionnels de santé pour accompagner mieux le patient, de prendre soin de chaque personne et pour aussi, encore une fois, pas rentrer dans cette industrialisation de la santé simplement, et des besoins de santé de chacun. Donc c'est pour ça que mon avis et mon point de vue est plus, encore une fois, faire combiner les machines et les humains pour pouvoir mieux servir les humains au final. C'est pas juste tout automatiser comme on pourrait le faire dans l'éducation, encore une fois dans l'immobilier comme ça a été évoqué, ou dans les transports. Parce que la machine, derrière, il y aura toujours des algorithmes, ou il y aura toujours de la programmation, ou l'identification de problèmes, et derrière, ce n'est pas la machine qui, a priori, va prendre la décision pour dire si tel parcours de santé de personnes âgées ou de personnes plus jeunes est pertinente par rapport à une maladie telle que le cancer ou autre. Moi, si je peux enrichir là, par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début, c'est vrai que ça pose une question de c'est quoi le sens de la vie en fait. Ok, qu'on nous aide à plein de choses, tu rentres chez toi, la lumière s'allume toute seule et puis ça met ton chauffage et ainsi de suite, ta voiture te conduit où il faut, sans que tu mettes les mains sur le volant, c'est bien. Mais après, c'est qu'est-ce que je donne comme sens à ma vie? Est-ce que ça va me permettre de faire quoi en plus? Et est-ce que ce que je veux faire en plus, ça va m'apporter du bien-être, quelque chose que socialement je vais pouvoir rencontrer plus facilement ma famille, mes amis ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas les changements technologiques, c'est pas la promesse qu'ils nous donnent en fait aujourd'hui. Ils nous disent oui, on va vous aider à mieux réfléchir, à réfléchir plus vite, mais c'est pour faire quoi? C'est pour gagner de l'argent uniquement ou c'est pour m'apporter du bien-être? Est-ce que c'est pour m'apporter du temps libre? Et si ça m'apporte du temps libre, je veux bien, hein, mais qui rémunère? Est-ce que je vais être rémunéré de la même manière dans mon travail? Est-ce que ça va me permettre de vivre correctement? C'est tous ces. Moi, l'éthique, elle est là, en fait. Que Watson aide les médecins à diagnostiquer des procédures à suivre pour un cancer ou quoi que ce soit, pourquoi pas, mais ce qui compte quand même, c'est le rapport humain qu'il y aura entre le médecin et son patient. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et c'est là où le médecin pourra apporter un plus. Quand je rentre dans ma maison et que ma maison est intelligente, pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas, mais bon, si je deviens un poireau et que bientôt on va me déposer dans mon lit tout seul, je veux bien. Ouais. Mais bon, alors peut-être que je suis trop vieux maintenant, peut-être que les temps je m'en aille parce que la société est en train de changer, j'en sais rien. Donc on est en train de changer l'humanité. Je ne suis pas contre le changement, mais je dis il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et le thème là, c'est vraiment la bonne question, c'est quoi l'éthique? Et est-ce que c'est l'algorithme qui décide ou est-ce que c'est moi? Pascal, moi j'ai mis une bulle qui est en complément avec ton commentaire où je parle d'outils qui détruisent le
tissu social. C'est à côté de la bulle humaine. Un peu plus haut, là, voilà, stop. Voilà. Un peu sur la droite, descends un petit peu, Joël, sur la droite, tu vois l'humain, et outils qui détruisent le tissu social. Et j'ai mis une URL d'un article qui est paru sur la presse gauche.org à Montréal, et donc où ils exposent tout un ensemble de réflexions d'auteurs autour de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, il y a beaucoup de chercheurs qui se posent des questions à ce niveau-là. Et en même temps, Facebook lui-même, ils disent qu'ils ont construit un outil qui détruit aussi le tissu social. Donc, en fait, ça paradoxe, nous, on va sur Facebook en pensant créer du social, mais en fait, voilà. Okay. Il y a Nathalie qui avait justement repris un peu la préoccupation de Pascal, avoir les deux mains sur le volant, parce que Nathalie avait mis une bulle liberté de créer, vagabonder sans être orienté. Est-ce que c'est ce contre-bénéfice-là, on dirait, est important et plus important que le fait justement d'avoir des aides à la décision? Nathalie, je voudrais t'entendre un peu là-dessus. Moi, je trouve important, enfin, je trouve utile d'avoir quelque chose qui nous guide, mais je trouve aussi que c'est enfermant parce que quand je mets un mot sur Google, on me dirige vers des pages qui correspondent à moi, mais si j'ai envie d'innover, si j'ai envie d'avoir une pensée qui est différente de la mienne, je ne vais pas pouvoir y accéder. Et j'aimerais bien avoir par moment des espaces de liberté. Donc, voilà, je m'interroge là-dessus. Je vais rebondir là-dessus aussi. J'ai lu un article récemment sur l'utilisation des téléphones portables et la relation avec les réseaux sociaux. Et il y a une personne qui a fait une analyse assez importante et qui montrait que même les téléphones portables nous écoutaient. Et quand on parlait d'un sujet spécifique et qu'on allait par exemple sur Facebook, on avait de la publicité en conséquence. Je vais rebondir sur ça aussi. C'est la semaine dernière, il y a eu une étude qui a été faite sur Waze disant qu'il y avait des personnes dans des villages qui mettaient qu'il y avait des bouchons dans leur visage parce que quand Waze, au niveau de la programmation sur une autoroute ou sur une voie express dit c'est bouché, il va vous proposer un chemin sur des petits villages ou des routes de contournement. Et avec cette programmation, on devient à quelque chose d'ahurissant. J'habite dans un petit village ou une rue tranquille et ma rue devient encombrée, polluée parce que Waze a dit que c'était le chemin de contournement pour pouvoir avoir quelque chose de plus fluide. Donc là, c'est le côté programmation par rapport à un village, par rapport à une route. C'est le chemin de détournement, donc tout le monde prend le même. Et est-ce qu'il y a un côté éthique ou pas éthique? Et décision par rapport à l'algorithme, c'est le meilleur chemin pour pouvoir prendre la route la plus courte ou au moins une sensation de vie. Mais en parlant de Waze, oui, excuse-moi, vas-y. J'ai fini. En parlant de Waze, il y a un autre problème qui est relié avec la bulle ici, émotion. Et si moi je veux aller à Sainte-Anne-de-Bellevue par le beau chemin du bord du lac, Waze va pas me donner le choix parce que c'est un chemin très long mais c'est très joli, il y a des belles maisons et puis c'est magnifique. Et il n'y a pas de paramètres là pour dire donne-moi un chemin qui soit agréable, tranquille, reposant. Ça, l'algorithme n'a pas été planifié pour ça, là. Il n'est pas optimisé pour ça. Là. Donc, je relie ça à la question de l'humain, parce que l'humain, justement, il y a des émotions. Tu veux, à un moment donné, telle chose, voir des paysages, le bord du lac, etc. Peu importe si ça va prendre du temps, ou heureusement, ça va prendre du temps, parce que ton rendez-vous va être beaucoup plus tard et tu ne veux pas arriver très vite pour perdre du temps après. Là. Donc, il y a une série de choses là, que l'humain doit décider, que l'humain doit
exprimer et utiliser des mots. Et puis, il faut que la machine soit programmée pour être sensible à tout ça, à mon avis. Et on est loin de ça. On est d'accord. Et je vais vous donner le lien, là, je vais le retrouver. J'ai téléchargé le rapport de Cyril Villani pour l'intelligence artificielle. Et dans les 200 pages, je vous invite juste à lire. Il y a des petits feuillets bleus, des sociologues ou quoi que ce soit qui ont raconté des histoires. Et il y a une histoire qui est magnifique. C'est un couple un soir qui veut commander une pizza. Et c'est magnifique parce qu'à la fin, ils s'engueulent, ils pressent à divorcer parce que en fait, l'intelligence artificielle a dit mais aujourd'hui, tu as déjà mangé ça, tu ne peux pas manger de pizza. Mais, pourquoi tu as été acheter des préservatifs à 14 C'était super. Je dois retrouver la ressource. Et vous l'avez. Alors, pour moi, il y a deux questions là-dedans. Un, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment de l'intelligence ou c'est de la stupidité artificielle, dans un certain cas? Et la deuxième question, c'est qui manipule quoi? C'est-à-dire, on l'a vu aussi avec les élections américaines et dans ce type de choses. Une intelligence artificielle, elle absorbe ce qu'on lui donne. Et donc, elle est prête à être manipulée par des gens qui comprennent parfaitement la logique des algorithmes. Et donc, c'est Waze sur les bouchons, mais c'est aussi des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus critiques. Ça pose, c'est Jean-Claude, ça pose toute la question, puis on va dire qu'on vient de voir avec Facebook, c'est comment est-ce que notre participation aux réseaux sociaux risque d'être un embarras au lieu d'être un élément positif à notre vie privée. Là. Et là, on va dire toute cette question-là, on va dire comment est-ce qu'on accepte comme individu de se mettre dans l'embarras. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec Facebook. Là. On l'a fait sans nécessairement avoir toutes les informations, mais on continue à le faire. On vient justement de se faire dire que ce qui a été utilisé comme données n'a pas été utilisé à bon escient. Mais on dirait, je n'ai pas vu personne, pas grand monde sortir de Facebook depuis ce temps-là. Là. Et là, comment est-ce que notre activité sur les réseaux sociaux, on va dire, risque à moyen terme de nous poser des difficultés en termes de société? Oui, si je peux rebondir là-dessus. Oui. C'est clair que Facebook, il y a pas mal de problèmes et de discussions. Du coup, nous, on a créé, enfin moi en tout cas, j'ai soutenu la création d'une association en Suisse qui s'appelle Diasporing et qui a un pod Diaspora. Parce que la problématique, c'est qu'on ne peut pas sortir de Facebook. On a un progrès technologique, donc les gens, une fois qu'ils ont acquis une facilité technologique, l'être humain, il est feignant et tout ce qui va lui faciliter la vie, que ce soit effectivement pour éteindre ou allumer les lumières, on va y aller, quoi qu'il arrive. La question fondamentale, c'est sous quelle gouvernance et sous le contrôle de quoi et de qui, et dans l'intérêt de qui. Et c'est cette problématique de gouvernance qu'on essaie de reprendre et de réfléchir. C'est pour ça qu'on a créé les consortiums Tech for Good, puis qu'on fait des meet-up et des meetings sur l'éthique numérique en particulier. Parce que la problématique, elle est moins au niveau de la technologie qu'au niveau de la gouvernance de ceux qui l'hébergent, qui la construisent et qui la font vivre. À partir du moment où on n'est pas dans une gouvernance, on est dans une gouvernance spéculative plutôt, et pas dans une gouvernance de l'économie positive. Alors là, je reprends Jacques Attali qui parle de l'économie positive et qui rejoint ce que disait notre ami tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, je m'excuse, sur le développement durable. C'est un point fondamental. L'éthique, c'est quoi? Et on la définit comment? Du coup, si l'éthique, on la définit par le fait qu'on prend soin de tout le monde et qu'on prend soin des générations suivantes, ça nous permet d'avoir un résumé des deux éléments de guide que nous avons mis en place sur tout ce qui est Tech for Good avec l'élément innovation numérique. Et ça nous amène du coup à créer des projets comme Diaspora pour pouvoir permettre de fournir des alternatives et d'inviter les gens
avoir un autre outil, des choses qui sont plus responsables et à prendre conscience. Mais on a un problème d'éducation. Aujourd'hui, en fait, on est énormément naïf par rapport à cet ensemble-là, à toutes les générations. Et la problématique fondamentale, c'est qui contrôle l'éducation et qu'est-ce qui gouverne cette éducation? Est-ce qu'on fabrique des gens pour devenir des outils, pour devenir des esclaves, devenir des ouvriers bien obéissants ou des bons soldats? Ou est-ce qu'on fabrique des gens qui vont être autonomes, qui vont être libres? Alors c'est pour ça que nous, on va faire une conférence la semaine prochaine, le 20, sur le thème de la démocratie, avec une projection sur la démocratie. Parce que la problématique, elle est moins dans les outils numériques que dans nos gouvernances. Qu'est-ce qui prend les décisions, comment et dans quelles intentions? À qui le crime profite présentement? C'est ça. OK. Y a-t-il quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? À qui profite le crime? Oui, oui. Ah, c'est un peu ça, là. En tout cas, ça a profité à Trump pour une partie, là. Mais aujourd'hui, là, on va dire, à qui profite le crime? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Moi, j'aimerais que Nardi puisse intervenir là pour des questions vues du côté de Togo. Il n'est plus là. Mais je crois qu'il est plus connecté. Ouais. Il n'est plus là. Bon, d'accord. OK. Parce que Joël, toi, tu avais abordé ça sous l'angle de performance, en tout cas, ou sur l'angle de performance des entreprises. On va dire, est-ce que dans les faits, des entreprises se préoccupent de l'éthique ou, on va dire, envoyer ça sous le tapis là, pour justement utiliser le numérique, mais strictement pour la performance? Est-ce que c'est pris en compte dans les organisations? Oui, maintenant, c'est pris en compte. Les entreprises voient que c'est rentable d'avoir au moins une façade éthique. Et ils vont changer, étant donné la nouvelle réglementation sur les données, ils vont changer ça. Donc, ça, on voit un changement. Dès que la réglementation change, ça met une pression et tout le monde veut avoir une phase très, très éthique là-dessus. Moi, je peux le dire et l'avoir vécu au niveau de mon groupe. Le sujet a été mis en place et lancé depuis 10 mois. Et le 25, on a eu le mail officiel en disant « Nous sommes RGPD et nous sommes à la fois pour nos clients et nous en interne sur tel sujet et tel sujet. » Moi, plus particulièrement, gérant une liste et faisant du mailing avec mes collègues, je me suis posé la question, est-ce que je suis éthique et est-ce que j'ai comme information correspond à la ligne RGPD? Donc oui, au niveau des grands groupes, et je parle en grand groupe, c'était une préoccupation. Au niveau des petites entreprises, ça impliquait un nouvel investissement et est-ce qu'il y avait les hommes pour pouvoir le gérer, cette question? Pas partout. J'aimerais avoir le point de vue de Nardi qui est revenu. Tu peux profiter pour donner ton point de vue. Allô Nardi, tu peux profiter pour donner ton point de vue sur ce qu'on discute. Ah, il est Il est apparu. parti. Bon, il y a toujours des problèmes de connexion là. Il faudrait peut-être le mot de la fin, Jean-Claude. Oui, c'est une discussion qui est large parce qu'elle touche plein de domaines d'application. Et là, on va dire, on n'est pas encore rendu à toute la question de transhumanisme, là, comment est-ce qu'on s'installe des éléments
qui vont nous permettre de prolonger la vie. En tout cas, on va dire. Mais c'est une question qui est ouverte et je pense qu'il fait juste commencer à être élevé dans les entreprises. Merci. Merci Jean-Claude. Alors, je vous invite à me rejoindre sur le thème numéro 4, nouvelle gouvernance. Et d'une certaine façon, on a déjà commencé avec l'intervention de Pascal. Mais avant, on va se donner quelques minutes de travail en silence et après, nos animateurs vont intervenir. Alors, je vous invite à travailler en silence sur le thème de la gouvernance. En tout cas, la question, elle est là. Donc, quelle gouvernance fait-il mettre en œuvre dans un monde où tout est connecté? Objets connectés, réalité augmentée, réalité virtuelle, un peu ce qu'on a travaillé déjà, mais le vu du l'angle de la gouvernance. Là. Donc, voilà. Je vais lancer la discussion, si vous voulez bien. Enfin, est-ce que tu peux donner du temps au monde pour réagir et travailler en silence là? Oui, il n'y a pas de problème, je vais essayer de voir. À toi, Loïc. Merci, Joël. En guise d'introduction, je voudrais vous parler un peu du cas de la Chine que j'avais parlé un peu lors de la première séance. J'ai mis l'URL d'un article où en fait ils sont en train de généraliser l'utilisation de l'intelligence artificielle à beaucoup de corps de métier, notamment pour cela ils utilisent des casques qui mettent autour de la tête des salariés pour examiner leur activité neuronale. Et donc en fait, ces activités permettent de déterminer le type de comportement de l'utilisateur et dans quelle émotion il se trouve. Est-ce qu'il se trouve en dépression, en rage, en anxiété? Et donc en fait, ils sont capables de détecter tout un ensemble d'indicateurs. Alors ça découvre du négatif, par exemple. Le pour, ça permet d'adapter, on va dire, le rythme du travail du salarié par rapport à ses capacités. Le négatif, c'est qu'en fait, on recueille tout un ensemble de données sur le salarié qu'on pourrait utiliser à d'autres fins ultérieurement. J'ai mis quelques cas aussi d'entreprises. Certains utilisent ce type d'outils pour former leurs nouveaux employés et examiner on va dire, leur capacité d'appropriation. D'autres utilisent ces éléments-là pour examiner le nombre d'erreurs commises, où on va plus loin concernant la notation des citoyens, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de l'acte que le citoyen va faire, s'il a obtenu un PV, s'il a traversé on va dire une rue au feu rouge et ainsi de suite, on est capable, enfin en Chine, ils sont capables de capturer ces actes-là et éventuellement de les noter. Cette notation donne droit à plus ou moins de services. Par exemple, si on a une très mauvaise notation, on n'a plus droit à aller dans les hôpitaux. C'est une sanction que le gouvernement peut mettre en œuvre. Donc, on voit bien sur cette problématique-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se poser au niveau de la gouvernance, mais aussi de l'éthique, on en a parlé un peu. Et donc, quelles sont la réflexion qu'on doit avoir, comment mettre correctement une gouvernance qui permette à l'entreprise, mais aussi aux salariés, de pouvoir toujours travailler dans un climat de confiance.
Donc voilà ma introduction. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ça. Ouais, je veux bien commencer en tout cas. Mais il y a un aspect qui m'interpelle, c'était dans la personne qui a écrit dans un monde où l'Internet franchit toutes les frontières nationales, qui est compétent pour instaurer et animer une telle gouvernance. Donc on a parlé déjà de la gouvernance, puis de finalement qu'est-ce qui la motive et comment est-ce qu'elle a accès. Là, bah, c'est à nouveau, effectivement, je paraphrase Jacques Attali, mais c'est la même conclusion par rapport à ce que j'avais constaté, c'est qu'on est déjà dans une gouvernance qui est transfrontalière en termes de fonctionnement économique. On a une économie de marché dans laquelle la Chine a rejoint récemment et rentre dedans avec accélération. Elle met en place et elle utilise des outils à vitesse accélérée par rapport à nos pays européens. Donc ils vont dépasser les États-Unis normalement d'ici à peine quelques années. Ils deviendront numéro 1 en termes de recherche et développement sur l'intelligence artificielle et sur tous les nouveaux systèmes de computing, avec entre autres l'informatique quantique. Donc on va avoir une explosion technologique qui est, on n'en est pas au sommet, quoi. On n'en est qu'au démarrage, donc ça va continuer comme ça. Et la gouvernance planétaire, la problématique qu'on a, c'est quelque part, on a déjà eu depuis un demi-siècle une usurpation de la gouvernance de notre planète qui a été capturée par la spéculation, le marché, l'économie, par les grands financiers, les grands argentiers. Et donc du coup, on est sous gouvernance spéculative, au point que même en tant qu'individu, on finit par raisonner en termes de rendement et on finit plus par raisonner en termes de bénéfices pour le collectif et de bénéfices pour les générations suivantes. Et donc du coup, on biaise nos propres esprits dans cette mécanique de gouvernance. Alors j'ai envie de dire que le monde Internet, le monde numérique, bien, il a l'avantage d'avoir la même problématique ou le même avantage que cette problématique de gouvernance planétaire spéculative qui est finalement pas régulée par aucune nation, par aucune régulation, puisqu'on voit bien que l'ONU et tous les systèmes de régulation internationale, ça marche pas. Le G21 ou le G20, c'est pas vraiment efficient non plus. Donc du coup, c'est cet outil numérique, cette plateforme numérique, cet Internet aurait pu et peut encore devenir une alternative avec les technologies telles que le blockchain, où finalement on peut faire de l'autorégulation. Si on met en place des outils planétaires, à portée planétaire, qui au lieu de venir à servir des nouvelles ubérisations, donc la première ubérisation c'est Google qui a capturé et détruit tous les revenus de tous les éléments de publicité à travers la planète à différents étages et dans différents éléments pour son bénéfice personnel. Pour un bénéfice collectif, c'est que ça coûte moins cher de faire de la pub, mais cette création de valeur-là s'est faite au détriment de bénéfices que se faisait déjà tout un tas de monde dans les médias. Et Uber fait un petit peu les mêmes opérations derrière. Donc, si on est capable de réfléchir à cette gouvernance-là et à faire en sorte qu'on amène une déontologie dans notre façon de prendre des décisions et qu'on amène une réflexion et systématiquement, je dirais, une dimension qui commence à venir. Je vois les big corporations aux États-Unis qui se développent, on voit ces concepts-là qui se développent aussi en Europe. En Suisse, on a les premières big corporations, on voit des gouvernances horizontales ou des entreprises libérées qui commencent à appréhender des abords différents et qui, du coup, ce mouvement-là démarre. Alors, est-ce que, du coup, on pourrait avoir une révolution numérique qui permettrait de mettre en place une gouvernance planétaire avec des algorithmes qui seraient à l'inverse de ce qui se passe en Chine, où finalement on met en place des algorithmes qui permettront de contrôler les humains, de mesurer les humains, même de faire au niveau de la nation même une super gamification au niveau du comportement social de l'individu chinois, qui va du coup avoir son ranking, parce que ça a été voté en Chine. Donc il va être noté, puis il va y avoir un ranking. On est vraiment, je ne sais pas pour ceux qui connaissent les épisodes de Black Mirror, mais on est vraiment dans des situations où ce type de culture, Black Mirror et tous ces éléments-là, nous permettent de transformer nos sociétés et de les rêver différemment. Donc on a conscience de ces problématiques-là, de ces dérives-là, et puis on essaye, tant bien que mal, à trouver des alternatives. Donc je suis pas que négatif sur les aspects technologiques, sur la présence de l'Internet interconnecté. C'est à la fois un piège, et puis ça peut être à la fois une opportunité peut-être. Il est vrai que la Chine est vraiment très en avance sur le monde, parce que aussi à leur système en interne,
Mais aussi, je pense que la notion de culture est aussi très importante dans ce cadre-là. Parce que ce qui se passe en Chine et ce qu'un Chinois est capable d'accepter, peut-être qu'un Européen, un Français, un Suisse ou un Canadien ne sera pas du tout capable d'accepter ces éléments-là. Donc la question de la gouvernance peut être liée forcément à la notion de culture et puis d'appropriation et d'acceptation. Et en plus, on vient de perdre, enfin, on est en train de perdre la neutralité de l'Internet. Donc, on va pas arranger les choses. Moi aussi, je suis d'un caractère optimiste, mais cependant, aujourd'hui, comment mettre en place, par exemple, des blockchains pour centraliser des centres de décision ou quoi que ce soit, en sachant qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent ces centres de décision n'ont aucune envie de perdre leur pouvoir. Internet peut nous aider à contrecarrer ça, à trouver des alternatives et trouver d'autres systèmes. Mais je pense que ceux qui ont pris le marché, qui ont spolié le marché, ils ne vont pas se laisser faire. Rotana, tu... Loïc, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit en arrière de quand tu parles. On va dire, on n'entend pas bien. Ah, d'accord. Je ne peux pas faire tant mieux, mais je peux couper au fur et à mesure. Oui, Jean-Claude ou Rotana, vous voulez réagir ou pas? Oui, je vous rejoins sur le fait que ce qui se passe en Chine et en Europe ne peut pas forcément se passer parce qu'il y a des différences culturelles. On a la même civilisation, j'allais dire. Moi-même, je suis asiatique d'origine cambodgienne. Je vis entre deux ponts sur 16. Je suis né où je vis, où je suis très imprégné, francophone, j'allais dire, et à la fois la culture asiatique qui est très contrôle, la surveillance, n'est pas forcément dans la facilitation ou l'encouragement du partage. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on le ressent à travers les GAFA ou les BATX, pour parler des grands groupes asiatiques qui dominent dans la tech. Et ce que je voulais dire, c'est que ça peut passer aussi par des changements culturels, notamment au niveau des modèles organisationnels. Parce que ce qui se passe en Europe avec l'holocratie ou tout type d'organisation distribuée, ça n'a pas lieu, par exemple, en Asie encore. Ça a lieu sous d'autres formes. Voilà. Et derrière ces questions de gouvernance et de changement de organisationnel, ça implique que en effet, derrière, on forme les employés, les dirigeants, les citoyens à mieux comprendre tout en matière de gestion des données personnelles, de connaissances, mais aussi de l'âge du numérique et des technologies émergentes. On le sait là, aujourd'hui, les objets connectés, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les arts augmentés, peu importe, il y a un usage, comme disait Pascal Cotte, il me semble, tech for good. C'est-à-dire que derrière, est-ce qu'il y a un impact sociétal? Est-ce que ça va être un usage pour mieux rendre les citoyens plus responsables, plus impact sur l'environnement, qui soit plus sur la prise de conscience auprès des citoyens, des enfants? Voilà, c'est des questions aujourd'hui qui sont prises en compte à travers certains éléments, par exemple, tel que WeShare prochainement, le critère WeShare, qui sont des principes de commande, de coopération, de collaboration. Gaël, est-ce que tu peux raconter un peu ta recherche sur l'utilisation des bâtiments que tu as fait à Laval et l'usabilité, comment tu es allé chercher l'opinion des personnes et la difficulté de changer leur perception? Oui, alors en fait, donc j'ai réalisé une recherche avec l'Université Laval sur un bâtiment écologique de la Cité verte de Québec. En fait, l'étude, c'était une étude d'un doctorant qui avait été commencée. Donc, il y avait des capteurs qui avaient été mis dans le bâtiment pour un peu analyser les consommations énergétiques, voir comment le bâtiment se comportait et puis quelle consommation était dans chaque logement. Est-ce que les gens consommaient beaucoup d'électricité, beaucoup de chauffage?
Et en fait, on s'est rendu compte que bien qu'on ait un bâtiment qui soit très écologique, il avait le label LEED, pour ceux qui connaissent, donc très écologique. Et malgré tout, les consommations étaient assez désastreuses. Enfin, par rapport aux prévisions qui avaient été faites, c'était vraiment pas ce qu'on attendait. Et donc, en fait, ce que j'avais proposé, c'était d'analyser un peu les comportements habitants pour justement, comme le bâtiment fonctionne très bien, on se doute que du coup, les variations viennent des comportements des habitants. Et donc, pour voir un peu quels étaient les impacts de ces comportements, d'où ils venaient, quelles étaient les causes et quels étaient les effets. On a réalisé un petit questionnaire du coup qui interrogeait la sensibilité écologique globale de chaque habitant, les connaissances qu'il avait par rapport à ce bâtiment, le niveau de confort, de satisfaction qu'il avait dans son logement, et donc aussi les comportements qu'il avait, et donc voir un peu les corrélations qu'il pouvait y avoir entre ces différentes thématiques. Et donc on s'est rendu compte que pour une sensibilité écologique qui était élevée, on avait des comportements qui suivaient en fait, des comportements pro-environnementaux. Donc on a vu vraiment une grosse relation entre ce que la personne voulait et avait envie de faire de ce bâtiment-là et de ce qu'elle faisait en réalité. Et donc les personnes qui avaient une sensibilité même environnementale, qui n'avaient pas du tout de sensibilité environnementale, ne donnaient pas de comportement par la suite. Et aussi, donc, il y avait un autre aspect, c'était l'aspect du contrôle perçu qui était assez intéressant parce que la personne qui pense avoir le contrôle sur son chauffage, sur son électricité, enfin voilà, sait gérer son logement, va avoir plus de satisfaction vis-à-vis du confort qu'elle a à l'intérieur. Donc ça, c'était assez intéressant aussi parce que là, dans tout ce qui est automatisation et gouvernance, en fait, on aura beau prévoir tout le bâtiment en tant que tel, si la personne a l'impression de pas du tout contrôler son environnement, et la satisfaction va descendre et du coup le confort aussi et les comportements aussi, et ça va engendrer voilà. Super intéressant. Merci. Il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ce que Gaël a dit? Personne? Madame Carpentier, avez-vous mis des bulles spécifiques sur lesquelles vous aimeriez Je suis plutôt en écoute. PVD? Un commentaire? Moi, je peux rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est que mon mari est ingénieur et il a une passion de programmation. Donc, à la maison, il a mis en place tout un système de programmation de à la fois l'électricité, le chauffage, la lumière. Et lui, c'est vrai qu'il a une satisfaction d'avoir développé et de pouvoir l'utiliser à la maison. Et de l'autre, moi qui l'utilise de temps en temps, quand il n'est pas là, je dois être à même de pouvoir utiliser cette domotique. Il y a eu une période d'apprentissage, de comprendre pourquoi il me fait tel développement ou d'être un peu dépassé par rapport à ce qui se passe. Donc il y a un côté satisfaction en disant c'est vrai que c'est pratique, et de l'autre un peu dépassé. Ça, c'est mon expérience par rapport au côté objet connecté et programmation et algorithmes associés à ça. Donc, c'est des nouvelles aptitudes et des nouveaux usages qu'il faut comprendre dans un cas individuel, dans un appartement. Pour rebondir à ça, du coup, je pense que oui, ça vient dans beaucoup de bâtiments qui sont construits de manière écologique, on n'a pas les résultats escomptés et je pense que c'est principalement dû à ça, dû au fait qu'on n'accompagne pas assez les gens en fait, dans le processus de conception, dans le processus d'apprentissage, de connaissance de ce qui est mis en place. C'est sûr que si on installe un système de ventilation ultra performant et que les gens ne savent même pas comment il faut l'allumer, comment il faut l'éteindre, pourquoi il faut l'allumer, pourquoi il faut l'éteindre,
c'est sûr qu'ils ne vont pas l'utiliser en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement qui est obligatoire, entre guillemets, avec, quand on installe toute cette domotique, parce que ce n'est pas inné chez, de plus en plus maintenant chez les tout petits, on voit qu'ils arrivent à instinctivement connaître tout ce qui se passe, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est pas inné, quoi. Donc il faut expliquer, il faut prendre le temps d'accompagner les gens en fait. Et ça revient à ce qu'on disait dans le tableau précédent, en fait, c'est ok, on automatise plein de choses, on nous aide, c'est bien, mais c'est quoi le sens qu'il y a derrière en fait? Et c'est ce que tu dis, Nel, en gros, il n'y a pas d'accompagnement au changement. Donc, si les gens n'ont pas le sens pour qu'on leur réalise ces choses qui vont les aider normalement, qui doivent leur permettre d'avoir un meilleur bien-être, bah, ça ne donne pas le résultat escompté. Et aujourd'hui, en fait, c'est tout le problème de la gouvernance et de l'éthique. C'est à un moment donné, qui a le moyen, qui peut le faire? Est-ce que ça doit être décentralisé, peut-être ou pas? Comment on peut arriver à fédérer, je dirais, des communautés plus ou moins grandes sur des objets sur lesquels on a envie, on accepte de nouvelles règles parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des nouveaux usages, parce que j'ai un bâtiment intelligent, parce que j'ai une bagnole autonome, parce que plein de choses comme ça. Donc là, il y a vraiment des questions de fond. Et aujourd'hui, moi, je vois, hormis, je dirais, les initiatives dont parle Pascal en Suisse, en France, il y en a un petit peu, mais je dirais, on est dans le microcosme là. Donc, avant de fédérer la majorité des habitants d'un pays, d'une région, ou même d'un département, ou même d'une commune, on n'a pas gagné. Hein. Va falloir qu'on ait plein d'énergie, comme tu peux l'avoir, Pascal, toi, dans tes communautés, et puis pour que ça bouge. Et là, je ne suis pas sûr que la gouvernance actuelle en place fasse quoi que ce soit pour aider ces gens-là à que ça bouge. Pascal, si je peux juste te rassurer sur un point, c'est qu'on est en relais et on ne fait que relayer ce qui se passe déjà en France. Donc nous sommes accrochés à la France et nous ne faisons qu'un relais. Le premier à avoir mis en place les pods diaspora sont Framasoft en France. Vous avez des milliers de membres qui sont déjà participants. Il y a un nombre d'associations qui sont militantes en termes de liberté de l'Internet, de neutralité du net, mise en place de peer-to-peer ou des réseaux non gouvernants, des systèmes de solutions blockchain ou similaires ou holochain pour pouvoir permettre de mettre en place des systèmes d'algorithmes qui permettent de l'autogouvernance ou qui permettent d'éviter cette capture de nos libertés. Et cette gouvernance, c'est des choses qui sont largement pas que en Suisse romande, loin de là. La Suisse romande, en termes de digital, est un pays en voie de développement, mais pas un pays super développé. On a beau être les premiers en termes d'innovation, malheureusement, la population suisse fait partie de la grande quantité de digital ignorants parce que on n'a pas de programme, contrairement en France où il y a des systèmes d'aide, il y a des points d'aide, d'apprentissage numérique à tout âge qui sont à disposition, les espaces publics numériques qui n'existent pas en Suisse. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais là, pour moi, si tu veux, c'est comme aujourd'hui le collab ou quand on parle de knowledge management ou quoi que ce soit, on est dans des communautés de personnes qui sont convaincues de ça. Donc, on draine de plus en plus de personnes, je suis d'accord avec toi, mais moi, je vois autour de moi, je prends dans ma famille proche, tu leur parles de l'intelligence artificielle. Moi, quand je leur parle de ça, j'ai l'impression que je suis un alien, si tu veux. Et ils n'en sont pas là, leur niveau de maturité n'est pas là, même mes mots, mais tout ça, quand j'en discute avec eux, il faudrait que je passe encore plus de temps avec eux pour que ça commence à émerger en disant « Ah ouais, tiens, il y a un problème là où il y a quelque chose sur lequel je peux agir. » Ils n'en sont pas là, si tu veux. Alors que j'essaye moi-même de les sensibiliser à ça, c'est pas gagné. Ok, il y a plein d'initiatives, Framasoft et tout ça, ça c'est bien. Il y a Quant qui est un moteur de recherche ou DuckDuckGo qui essaye d'amener d'autres alternatives, c'est bien et il faut que ça continue. Et moi, je serais le premier à aider ce genre d'initiative. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on passe à l'échelle supérieure. Et là, je me demande quels moyens il faut, en fait. Est-ce que ça ne se passe pas déjà? Oui, qui voulait intervenir, pardon. Oui.
Je voulais juste rajouter que effectivement c'est la acculturation le problème. Donc on est vraiment dans un problème d'éducation. On a besoin d'éduquer, mais pas seulement la nouvelle génération. On a besoin d'éduquer toutes les générations. Et on n'a pas mis en place un système éducatif qui permette de le faire ou une formation continue qui permette de le faire. Même nos entreprises commerciales spéculatives, elles jettent les gens après 30, 35 ans de carrière, en Suisse encore plus facilement qu'en France. Et on se retrouve avec un gros problème d'emploi sur les plus de 50 ans, par exemple. Et Jean-Claude, dans certains cas, les entreprises ne veulent absolument pas à ce qu'on soit éduqué. Puis je pense entre autres les algorithmes de Facebook et de Google, c'est carrément opaque. On dirait c'est quand même eux autres qui sont à la gouvernance, on va dire, de ce qui se passe un peu sur Internet. Fait que la question de fond, c'est est-ce que les gens veulent qu'on soit éduqués ou, en tout cas, ou ils ne veulent pas. Et c'est ça, là, la question. On est plus une question de transparence qu'une question d'éducation. Ben, je voudrais rebondir là-dessus, Jean-Claude, si tu me le permets. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui commencent à mettre de l'intelligence artificielle dans leurs outils de ressources humaines, notamment dans le cadre des traitements de CV. Et donc, en fait, quand on regarde son processus dans l'offre d'emploi, en fait, on ne sait pas si cette offre va être traitée par une intelligence artificielle, on ne sait pas comment les données vont être stockées et utilisées ultérieurement, et on ne sait pas où c'est que ces données-là qu'on donne vont être recherchées aussi sur Internet. Donc, en fait, il y a deux types d'éléments que je vois. Il y a une gouvernance d'entreprise qui doit être mise en place en tant que telle pour la confidentialité et le traitement de ces données. Mais aussi, il y a une gouvernance vis-à-vis des clients, peu importe le client, sur ce qui va être fait de ces données et comment elles sont réellement utilisées en tant que telles. Aujourd'hui, même si on a le GRPD qui permet de donner pas mal de fluidité à tout ça, je ne suis pas sûr qu'on balaye tous les champs nécessaires et qui permettent à une personne de savoir qu'est-ce qui est réalisé, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qu'on a compris derrière. Alors, moi, je suis un peu pessimiste, mais parce que aussi, j'ai travaillé avec des groupes comme Air France sur leur système de pricing. Il n'y a plus personne chez eux qui est capable d'expliquer les algorithmes. C'est l'algorithme qui a pris le pouvoir sur les personnes et sur les experts. Ils expliquent seulement a posteriori pourquoi la machine a pu décider quelque chose. Donc, ce n'est plus une question de liberté individuelle, mais aussi un modèle économique dans lequel toute l'économie s'est basée sur une chose d'intelligence artificielle qui s'auto-alimente. Bruce, on ne t'a pas entendu. Est-ce que tu as un commentaire à faire? Loïc, est-ce que tu peux faire le mot de la fin? Ok, c'est bon. Écoutez, je pense qu'on voit qu'on soulève pas mal de questions, beaucoup d'interrogations. Il y a certains pays qui sont très en avance vers le futur humain augmenté. On l'a vu, ça pose un certain nombre de questions. Ça pose aussi des questions au niveau de l'appropriation culturelle et aussi de l'éducation en tant que telle. Mais en même temps, en fait, je pense qu'on a aussi, tout le monde a du mal à suivre avec l'évolution qui est en train de se faire et que les régulations, elles arrivent au fur et à mesure, de façon à mettre des points de sécurité. Mais en fait, aussi, il y a tout un ensemble d'éléments, notamment des associations qui peuvent apporter des compléments et qui peuvent faire éventuellement du lobbying contre être réalisé. C'est un petit résumé sur nos discussions qui nécessite vraiment d'autres séances. Joël, je pense que
Ok, Loïc, merci. Alors, je vous invite à me rejoindre sur le dernier espace qui est le retour sur l'expérience du 13 juin. Donc, étant donné le temps pendant que vous mettez vos bulles pour manifester ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, etc., vos commentaires sur la rencontre, les bons côtés, les mauvais côtés, tout est, tout est recevable. Et pendant ce temps-là, on va faire un tour de table. Alors, j'invite Patricia peut-être à faire ses commentaires de la fin. Moi, belle découverte. Merci de ces échanges. Ça fait réfléchir. Merci Patricia. Voilà. Nathalie, tu veux réagir? Écoutez, pour moi, c'était une première aussi. J'ai trouvé les échanges très, très riches. Alors, l'intelligence artificielle, je découvre le sujet, c'est mes premiers pas, mais voilà, je repars plus riche, plein de questions aussi, parce que je crois qu'on n'a pas trouvé toutes les réponses. C'est la première fois que j'utilisais ce type de format. J'ai bien aimé le temps de réflexion personnelle et ensuite le temps d'échange. Voilà, une belle première. Merci à tous. Merci Nathalie. Roberto? Alors, moi, j'ai toujours mon besoin d'approfondir, donc de choisir plutôt des micro-thèmes, parce que là, on pourrait débattre pendant des siècles de l'éthique et de la gouvernance. Et j'aimerais bien rentrer dans beaucoup plus. Il y a des thèmes qui ont recueilli beaucoup de commentaires autour. Et ça pourrait être des thèmes sur lesquels on se pose vraiment la question sur le quoi faire et comment faire. Merci Roberto. Si tu peux mettre des bulles pour spécifier les thèmes, ça serait très gentil. Ici à côté, Bruce, est-ce que tu peux faire tes commentaires de la fin? Bon, premier commentaire, c'est que en fait, il y a une tendance. Bon, ça c'est plutôt on regarde les deux sujets. Il y a une tendance inquiétante que j'observe dans mon pays de résidence, pays auquel je n'ai pas de sentiment d'appartenance, mais c'est le pays qui m'a fourni un passeport. C'est que en fait, il y a une sorte de test de Turing à l'inverse qui est en train de s'effectuer, où en fait, le comportement des êtres humains est à la baisse, au point où on ne peut plus distinguer les comportements humains et les comportements des machines, et non pas pour le bon, mais pour le mauvais. Ce qui nous amène non pas à la tech for good, mais à la tech for greed. Donc on est vraiment dans les valeurs les plus malsaines. Donc ça, c'est juste une remarque. Deuxième remarque, c'est que bien que je travaille avec les technologies pendant très longtemps, les réunions à distance comme celle-ci ne me satisfont pas. Donc, c'est pas. Il y a un côté humain qui me manque toujours. Et donc, naturellement, et oui, il faut vraiment que je me batte pour surmonter cette réaction, mais naturellement, je me mets en retrait parce que ce n'est pas des bonnes conditions pour que je puisse réfléchir, m'exprimer,
y participer. Donc, je ne veux pas que ça soit compris comme un reproche quelconque par rapport à vous, les participants, mais c'est simplement que c'est pas dans mes fibres internes de savoir me donner correctement dans ce genre d'environnement. Je vous prie de m'en excuser. Merci Bruce, j'apprécie tes commentaires. Pascal, à côté? Je dirais on a eu des bons échanges encore cette séance. C'est vrai que je rejoins Roberto, on pourrait passer la nuit et puis la semaine, et puis on n'aurait pas fait le tour encore. Mais je dirais aujourd'hui, la semaine prochaine, on va faire une rétrospective. Je pense que certains sujets, on va refaire des mini-sujets pour alimenter les prochains Café Lab qui ont lieu tous les mois en fait à partir du mois de septembre. Donc ça va permettre d'aller encore un petit peu plus loin en profondeur par rapport à ce qu'on s'est déjà échangé si les personnes qui participeront ont participé au collab en fait. Merci Pascal. Gaël, peut-être tes commentaires? Du coup, ma première participation, j'ai bien apprécié le principe en fait, de mettre en lien les idées. C'est vrai que ça fait naître pas mal de réflexions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et ça ouvre un sujet. Je trouve ça assez intéressant. Après, c'est vrai que là, les sujets étaient très larges, beaucoup de thématiques à débattre. Et puis après, je rejoins aussi Bruce qui disait au niveau de la présence. En fait, je trouve, moi, c'est vrai que je suis plus favorable à du présentiel qu'en ligne. Mais bon, après, c'est chacun. Voilà. Merci Gaël. Rotana? J'ai trouvé intéressant un format qui est original, mais aussi quelque chose que je connais, puisque faire comme j'ai dit, face-to-face en direct, en temps réel, et à la fois c'est digital, pour brainstormer, pour travailler un peu des idées et puis aller plus loin peut-être. C'est quelque chose de stimulant, mais aussi ça nécessite des compétences à développer qui ne sont pas innées. Il y a aussi un écueil à ça, c'est que derrière on peut être amené à donner des idées, mais parfois ne pas donner des idées pertinentes aussi. Parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser, de réfléchir ou de construire l'argumentaire. C'est pour ça que d'ailleurs j'apprécie qu'il y aura des futurs pour creuser chaque sujet au niveau du fond. Encore une fois, j'ai apprécié les différents points de vue, vision du monde de chacun, partager l'expérience de chacun. Vivement le point de vue, c'est Merci Rotana. Loïc à Montréal. Oui, une séance intéressante de bons échanges. Je pense que je suis d'avis comme beaucoup de personnes que les thèmes sont très larges et que par moment, c'est très intéressant de travailler sur des micro-thèmes. Le fait qu'on ait travaillé sur la gouvernance de l'équipe aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des points particuliers. Dans ces points, on peut les reprendre et puis essayer de voir